Une étoile est morte, les étoiles meurent aussi. Rudolf Nureyev avait 54 ans. Bonsoir. Rudolf Nureyev a succombé à une complication cardiaque à la suite d'une cruelle maladie. Ce sont les termes mêmes du communiqué publié par son médecin, terme pudique. Respectons cette pudeur voulue par Nureyev et ne gardons de lui que l'image, que la légende. Gérard Dalmas. Ce regard magnétique n'a eu lieu que pour la danse. Ses jambes n'ont vécu que pour la scène. Rudolf a traversé la vie d'un bond de 54 ans. Porté par l'affection de ceux qui l'admirent depuis 30 ans, le directeur de la scène à l'Opéra Garnier, 83-89, reçoit enfin l'hommage de la reconnaissance, 8 octobre 92. Au nom du président de la République française, je vous fais commandeur des arts et des lettres. Rudolf Nureyev, héros à la Visconti. Juin 61, au Bourget, le rideau de fer se lève sur le beau rebelle. Nureyev choisit la liberté avec l'aide de Malraux. De sa démarche de félin, l'étoile du Kirov de Leningrad entre au firmament. Il n'a que 23 ans. Margot Fontaine est déjà sa complice. Come on, answer. What I should answer. Tu comprends tout. Tu comprends tout. Est-ce que vous aimez le ballet de Mort? J'aime beaucoup, oui. Et chorégraphie aussi. Le tourbillon s'accélère, roi des scènes, scène des princesses, jusqu'à 250 spectacles par an. Un soir, 89 rappels, 1h30 d'applaudissements. Le Nureyev est russe. Ça comporte d'instinct, de force, de fougue. C'est un interprète romantique, passionné et très très sensible. Venu ici pour danser, alors je dois préserver toute ma force pour le spectacle. Son pays, la planète. Sa maison, l'avion. Son pied-à-terre, la scène. Son bureau, la barre d'exercice. 14 heures par jour. Ce sage vit comme un fou. Vouloir, c'est pouvoir, dit-il. Alors, il explore sa fureur de vivre. Comédie musicale, direction d'orchestre, cinéma. Rudolf y joue Valentino. 13e et dernière chorégraphie à Paris, sa chère Bayadère, ballet orientaliste avec des étoiles par lui nommées, dont Isabelle Guérin. Il m'a donné ma chance dans Don Quichotte, et puis après il m'a donné le Lac des Cygnes, et puis il m'a nommé dans ses étoiles, alors bon, c'est vrai que c'est un peu impair. Ouais. Il vous protège et il vous inspire toujours. Oui, ça c'est sûr. Et il m'inspirera, je crois, toute ma carrière. Dans sa langue d'origine, le tatar, Nureyev signifie rayon de lumière. C'est vrai, le prince charmant de la danse nous a éblouis. Le ministre de la Culture, Jack Lang, ému par la disparition de Nureyev, salue, je le cite, ce seigneur de la danse. Émotion partagée par Brigitte Lefebvre, administrateur général de l'Opéra Garnier. Rodolphe, pour moi, c'est un personnage un petit peu mythique, qui va devenir peut-être même mythologique d'une certaine manière, mais c'était un homme extraordinaire par son énergie, sa soif de connaissance, son énorme culture et son goût de la liberté. Quel talent avait-il? Le talent d'être un danseur, et un danseur exemplaire, parce que je crois que c'est quelqu'un qui avait le goût de la rigueur, qui savait à la fois s'appuyer sur l'académisme, mais pour le dépoussiérer, et être attentif aux chorégraphes d'aujourd'hui et aux grands chorégraphes peut-être de demain. C'était une de ses grandes qualités. Je ne sais pas s'il aimait les danseurs, mais je crois qu'il aimait la danse, et le fait d'aimer la danse, donc forcément il avait une relation un petit peu privilégiée avec les danseurs. Ça pouvait être parfois je t'aime moi non plus, mais c'était à chaque fois des relations fortes et qui ont permis aux gens de se développer. L'émotion que l'on a aussi par rapport à sa disparition, c'est que cet être qui paraissait inattaquable, inabattable, d'un seul coup c'est invraisemblable, il rejoint tous nos amis, tous ceux qui ne sont plus là, et là c'est très triste.
Rudolf Nureyev, né dans l'ex-Union soviétique, avait fui le régime communiste en 1961 et choisi la France comme terre d'accueil. Il a exprimé avant de mourir sa volonté d'être inhumé à Paris. Le pétrolier qui s'est échoué hier sur l'une des îles Shetland en Écosse continue de s'enfoncer dans l'eau. Le craquement tant redouté ne s'est pas produit. Le cargo ne s'est pas brisé, contrairement à ce qu'on a cru en début d'après-midi. Mais la tempête gêne considérablement les spécialistes dans leur lutte contre la marée noire. Récit de notre envoyé spécial, Christian Marimono. Breyer, un nom qui allonge la liste des catastrophes pétrolières. Le pétrolier libérien s'enfonce doucement mais reste intact. C'est la seule bonne nouvelle, a déclaré le ministère des Transports. Mais en 24 heures, des centaines de milliers de litres de pétrole se sont répandus dans la mer. Restent 84 000 tonnes encore enfermées dans les soutes. En raison du mauvais temps, aucune action n'est entreprise. Les habitants sont désolés. Les gens ne vont plus venir ici pour observer les oiseaux. Oui, c'est vrai, l'île n'aura plus beaucoup d'attrait. C'est une catastrophe à tous les points de vue. Première victime, les oiseaux marins, tels que les cormorans, les guillemots. Une centaine seraient déjà morts. Ils sont plus de 250 000 à vivre sur les îles Shetland, surtout en hiver. La plus importante réserve naturelle aujourd'hui menacée. Si la nappe de pétrole reste en place, les dégâts seront limités. Mais si la nappe s'étend, alors là, nous pourrons parler de plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux qui périront. Le propriétaire venu des États-Unis a regretté l'accident, mais les assurances font les comptes, plus de 800 millions de pertes. Si cette nuit, la situation empirait, les conséquences écologiques seraient dramatiques. Toute la journée, les avions du service antipollution ont survolé la zone et projeté du détergent pour tenter de détruire ce pétrole pour le moins léger. Mais pour cette région, cette côte, il est trop tard. Et les habitants de cette île s'interrogent, pourquoi laisse-t-on circuler dans ce bras de mer si étroit qui sépare l'Écosse des îles Shetland ces pétroliers si dangereux? L'inquiétude est d'autant plus forte que cet archipel des Shetland constitue effectivement, et Christian vient de le dire, un refuge pour de nombreux oiseaux, pour des phoques et des loutres de mer. José Blanc-Lapierre. Le macareux, l'espèce la plus rare et la plus menacée par la marée noire. Tout comme l'eider et le canard marin, ce sont des plongeurs qui passent leur vie sur l'eau. Ils sont venus du Grand Nord pour passer l'hiver le long d'une côte un peu plus chaude. Touchés de plein fouet également la loutre et le phoque qui se nourrissent de coquillages le long du rivage. Difficile d'estimer le nombre d'espèces menacées. Pendant la période d'hivernage, les colonies sont dispersées. Ce sera certainement moins grave que ne l'ont été le Torrey Canyon, la Moko Cadiz ou le Tanio, parce que ces naufrages avaient eu lieu en pleine période de nidification des oiseaux, donc les oiseaux étaient concentrés au pied des colonies. Alors que là, ils sont dispersés un peu partout en mer, il n'y a pas les grandes concentrations de la période de nidification, donc il est vraisemblable que la mortalité sera plus faible. Mauvaise surprise pour le foot-bassin de retour du Sénégal en février. Comment nourrir les futurs petits si le plancton a été détruit? Quant aux autres espèces migratoires, elles ne retrouveront leur falaise qu'en mars. Un laps de temps très court pour reconstituer l'écosystème. Les armateurs ou les capitaines des bateaux accidentés feignent souvent de croire à la fatalité, à la seule fatalité. Mais si des naufrages aussi spectaculaires se produisent, c'est aussi parfois à cause de l'état des navires trop anciens ou à l'incompétence de certains équipages. Enquête de Patrick Esther et Valérie Fournion. Sur les 7000 pétroliers qui sillonnent les mers du monde, 5000 sont aujourd'hui des bâtiments vieillissants, considérés par certains experts comme des bombes flottantes à retardement. Ils atteignent leur limite d'âge, 30 ans. Pratiquement aucun d'entre eux n'est équipé de système anti-pollution. D'après les nouveaux règlements de l'Organisation maritime internationale, tout pétrolier construit après juillet 1993 devra avoir une double coque à l'image du navire spécialisé dans le transport de plutonium, l'Akatsuki Maru. Mais il ne faut pas rêver. Dans le cas du Braer, cette double coque n'aurait probablement pas permis d'éviter la catastrophe. Il faut chercher les responsabilités ailleurs. Souvent dans le manque de qualification d'un équipage constitué de marins recrutés à bas prix dans le tiers-monde pour servir sous un pavillon de complaisance, une solution pour payer un minimum d'impôts. Ce qui mène également souvent à l'accident, c'est une affaire de gros sous. L'armateur repousse à l'extrême les appels de détresse pour ne pas payer inutilement les services d'un remorqueur. Les commandants, parfois, essayent de tenir le maximum de temps, en espérant, par exemple, s'ils ont une avarie machine, de pouvoir la réparer en temps voulu avant d'être directement en danger sur les cailloux. Donc il faut attendre au maximum, de façon, en espérant qu'ils puissent en sortir par eux-mêmes.
et l'affaire finit le plus souvent mal. Bien sûr, accepter de se faire remorquer, c'est perdre 3% de la cargaison. Mais abandonner le navire, c'est tout perdre. Le chapitre politique du jour se déclinera en 4 temps. Les vœux, à nouveau, du président de la République, adressés cette fois à la presse. Les vœux d'un couple qui se reforme, Pasqua-Seguin. Un sondage sur les attentes des Français à 2 mois et demi des élections législatives. Et enfin, le commentaire de notre invité Laurent Fabius, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Avant de vous entendre, retrouvons à l'Élysée en direct Arlette Chabot, qui a eu droit avec de nombreux confrères et consoeurs aux confidences du début d'année du chef de l'État. Arlette. Oui, vous savez, au-delà des confidences, il y a surtout le ton du chef de l'État, parce qu'il est toujours révélateur de son état d'esprit. Alors on l'a trouvé cette année maniant l'humour, l'ironie, voire la dérision, prenant beaucoup de distance avec les événements, tout en se montrant très combatif sur le plan politique, lorsqu'il dit par exemple qu'il n'a jamais cessé d'être en campagne électorale, laisse entendre qu'il sera présent dans la prochaine, parce que, dit-il, je peux toujours être utile, peut-être présidera-t-il comme il avait fait en 86, 1 ou 2 meetings. À propos de la cohabitation, c'est un peu la répétition de ce qu'il avait dit le 31 décembre et la mise en garde contre la mise en cause des acquis sociaux. Il affirme aussi qu'il est prêt à toutes les hypothèses et ne croit pas à une grève des premiers ministres. Confirmation, il n'y aura pas de réforme du mode de scrutin avant le mois de mars. Autre confirmation, il y aura en revanche bien une réforme de la Constitution, des propositions présentées avant le 15 février. Et révélation, le chef de l'État indique qu'il est favorable à un septennat non renouvelable, mais dit-il, il m'est difficile de défendre cette attitude. Pas un mot en revanche sur le Parti Socialiste, simplement une allusion forte à la situation de Laurent Fabius et à la Haute Cour. Cette expression donc de François Mitterrand, c'est une épreuve cruelle, mais un homme de qualité sait surmonter cette épreuve et je ne doute pas de la qualité de Laurent Fabius. Voilà pour l'état politique de la France. A-t-il parlé de son état de santé? Oui, je crois que vous savez, on retiendra beaucoup de cette soirée, de ce moment passé avec le chef de l'État. Évidemment, la façon dont il a parlé de sa maladie. Je crois que c'est extrêmement rare de sa maladie. Il parle de son cancer, il évoque la mort qui est proche à son âge, 76 ans. Il ironise sur les termes techniques, médicaux qu'il a dû apprendre à cette occasion. Il s'amuse des polémiques que déclenche la publication de son bulletin de santé. Bref, on a assisté, je dirais, ce n'est pas du tout péjoratif, car c'était à la fois teinté, donc encore une fois, d'humour et en même temps un peu d'amertume, à une sorte de numéro théâtral qui se terminait ainsi. François Mitterrand, disons, le plaisir d'être malade, c'est qu'on rencontre Molière tous les jours. Merci Arlette pour toutes ces précisions. L'occasion fait le couple. Le tandem Pasqua-Seguin se reforme à l'aube de la campagne législative et entend bien faire entendre sa différence. Reportage de Véronique Saint-Olive et Pascal Stelletta. Voilà, bien mesdames et messieurs, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, ça veut dire que... Nous sommes heureux. Voilà, nous sommes heureux. Quand Charles Pasqua et Philippe Séguin affichent leur bonheur, beaucoup s'inquiètent dans le landerneau politique. À la veille des législatives, les deux francs-tireurs annoncent en effet qu'ils iront partout exposer leurs idées. Celles-ci sont-elles minoritaires au RPR? Peu leur importe. Ils se défendent de provoquer un débat interne pour ajouter aussitôt que le seul débat, c'est celui de l'avenir de la France. Cette campagne, certains assimilent ses prémices à de la cacophonie. Je récuse personnellement cette appréciation, mais je suis prêt à en accepter le risque s'il est le prix à payer pour un débat qui réponde à l'attente des Français et qui soit à la hauteur des enjeux auxquels est confronté notre pays. Et les Français, il faut le savoir, et ceux qui l'ignorent encore s'en rendront vite compte, ne sont plus disposés à entendre, à gober n'importe quoi. Alors ils diront, répétant, que le redressement de l'économie passe par des sacrifices pour tous, que le franc doit être détaché du marque et un projet global élaboré pour le long terme. Aujourd'hui, l'ambition de Charles Pasqua et Philippe Séguin, c'est de prendre les Français à témoin. Demain, eh bien, on verra. Les leaders de l'opposition, toutes sensibilités confondues, sont d'autant plus confiants que la majorité des Français semblent aujourd'hui placer en eux leur espoir. C'est le résultat d'un sondage réalisé par BVA pour le Nouvel Observateur. Jean-Baptiste Prédaly. D'une gauche au pouvoir en matière de réforme, globalement négatif pour 68% des personnes interrogées. 26% en revanche estiment ce bilan positif. Pour l'avenir et toujours pour les réformes, même scepticisme vis-à-vis du Parti socialiste. L'environnement échappe au doute, 41% des sondés contre 32% estiment la majorité actuelle mieux à même de faire bouger les choses dans ce domaine.
Mais pour réformer la protection sociale, l'éducation ou encore les services publics, l'opposition est chaque fois jugée plus crédible. Fait significatif, il s'agit des thèmes traditionnels de la gauche. Conséquence, pour proposer des réformes, le RPR arrive en tête avec 31%, suivi des écologistes et de l'UDF. Le Parti socialiste n'obtient que 11%. Nouveau problème pour le PS. À 2 mois des législatives, dans l'opinion, entre la gauche et la réforme, l'heure paraît être au divorce. Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. C'est votre première intervention en 1993. J'imagine que les fêtes de fin d'année ont eu un goût amer pour vous. Ouais, c'est vrai que l'année 92 n'a été pas très bonne ni pour le Parti socialiste ni pour moi, puisque au moment où je suis devenu premier secrétaire du Parti socialiste il y a 1 an, j'ai failli croiser dans le couloir en arrivant un juge d'instruction. Quelques semaines plus tard, il y avait les élections régionales et les résultats n'ont pas été bons. Et puis il y a les séquelles de division qui n'ont pas disparu comme ça. Et puis à la fin de l'année, vous le rappelez, il y a eu l'exploitation politicienne du drame du sang. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Mais on est solide et je suis offensif et je vais me battre avec mon parti. Ma première question s'adresse d'abord à l'homme. Oui. Avant de parler à l'homme politique, dans quel état d'esprit êtes-vous? Offensif. Un homme qui sait qu'il est à la tête du parti de Jaurès, le parti qui doit défendre les valeurs de la gauche et qui va se battre. Vous avez entendu ce que Arlette Chabot rapportait des propos de François Mitterrand. Il a parlé d'épreuve à votre propos, comme s'il reprenait le mot de Raymond Aron, comme s'il attendait que l'histoire soit aussi tragique pour vous. C'est vrai que c'est difficile, mais on ne va pas épiloguer longuement là-dessus. Je suis chef du plus grand parti de la gauche française. Je dois avancer maintenant, et puisqu'on est à 2 mois de la campagne, engager la campagne avec tous mes amis. C'est ce que je vais faire. Vous allez être entendu par les magistrats à Versailles. Espérez-vous que les magistrats vous laveront du soupçon que les politiques ont fait peser sur vous à propos de l'affaire du sang contaminé? Il y a une instruction qui... Que va-t-il se passer là? Il y a une instruction qui suit son cours, et quand une instruction suit son cours, il n'est pas de tradition de la commenter, donc les choses suivront leur cours. Maintenant, la justice est saisie, et c'est très bien comme ça. Alors, vous venez de dire « je suis le chef du Parti socialiste ». Vous entendez le rester? Bien sûr. Malgré le sentiment de solitude que vous pouvez éprouver? On a eu l'impression que les éléphants, comme on dit, vous en lâchez. C'est traditionnel quand on est le premier. Mais en même temps, nous sommes une organisation collective et très collective. J'arrivais juste un peu en retard au début de votre journal parce que nous venions d'avoir un comité de campagne où nous lançons la campagne. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Roland Dumas il y a quelques minutes qui est venu nous parler de la Yougoslavie. Donc les équipes sont en place, les thèmes sont rodés, les candidats sont dans les starting blocks et maintenant ça part. Alors vous dites nous, ça veut dire que vous êtes tous ensemble, Jospin, Rocard, Fabius? Oui, pour la même campagne? Ça vous surprend, mais je crois qu'il y a comme ça qu'on peut faire un bon résultat. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de rassembler tout le monde. Alors, je reprends vos termes, je suis le chef, donc vous entendez le rester, du Parti socialiste. Il existe encore? C'est le premier parti de la gauche française. Et quand on regarde les sondages, malgré tout ce qu'on dit sur nous, le premier parti de France. Car entre l'UDF, le RPR, qui sont très divisés, vous donniez des images de monsieur, qui était Seguin, Pasqua, etc., nous sommes la première famille politique française. Ayant connu des difficultés, gouvernant depuis déjà pas mal d'années, et c'est dur de gouverner, mais héritier d'une longue histoire et plein de projets et plein d'énergie. Alors je vous pose la question parce qu'un nouveau sigle est apparu et va apparaître, l'AFP. Il ne s'agit pas de l'agence France-Presse, mais de l'Alliance Français pour le progrès. Alors voilà, c'est fondé par Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que cela? Nous en discutions encore hier avec Pierre Bérégovoy. Dans la majorité actuelle, il y a un élément central, c'est le Parti socialiste. D'ailleurs, sur 577 circonscriptions, plus de 500, dans plus de 500, ce seront les candidats socialistes. Donc, le Parti socialiste, c'est le pôle central. Mais vous avez aussi le mouvement des radicaux de gauche, qui est notre allié traditionnel. Vous avez les réformateurs, autour de Jean-Pierre Soissons. Puis vous avez toute une série de personnalités. Et nous avons décidé, il y a déjà de cela plusieurs mois, que toutes ces forces devaient se rassembler dans ce qu'on appelle l'Alliance des Français pour le progrès. Ça indique bien ce que nous voulons faire, c'est-à-dire, c'est pas simplement le Parti socialiste, les radicaux, etc., mais c'est le mouvement, l'Alliance des Français pour le progrès. Et il faut un comité pour regrouper cela, et Pierre, dans nos conversations, sera le coordinateur. Oui, Pierre Bérégovoy sera le coordinateur de ce comité. Et la campagne sera faite sur la base des forces politiques, et il n'y a aucun doute que le Parti socialiste est la force centrale. Mais qui mènera la campagne? En général, c'est le premier secrétaire du PS. Nous la mènerons côte à côte, au coude à coude. Et je crains que vous ne voyiez pas de difficultés entre nous.
Vous comprenez au fond le sens de ma question. Le chef de l'État n'a pas parlé du Parti socialiste. Sont mis en avant actuellement des non-socialistes, Kouchner, Tapie, Soisson, comme si tout d'un coup il avait honte, ou d'autres avaient honte du parti. Je ne le pense pas, parce que François Mitterrand n'oublie pas qu'il a été le premier secrétaire du parti, et même si maintenant, normalement, étant président de la République, il y a une prise de distance, ses convictions sont restées les mêmes, et nous lui portons beaucoup d'affection, et il sait qu'au Parlement, nous sommes le premier soutien, j'allais dire le seul. Bon, mais le Parti socialiste, on a dit des tas de choses sur lui. Et la mode aujourd'hui, c'est de le critiquer. Mais la mode, comme vous le savez, ça se démode. Et en tout cas, c'est la seule grande force de la gauche. Moi, je veux absolument en faire pour les années qui viennent, et ça demandera du temps, la grande force progressiste, socialiste, social-démocrate des années qui viennent, par rapport à d'autres partis qui, eux, sont conservateurs. Ça demande une rénovation de nos thèmes. Ça demande, on va peut-être en parler, puisque vous avez montré un sondage qui n'est pas bon, qu'on défende notre bilan. Ça demande qu'on aille plus loin sur la protection sociale, sur l'éducation nationale, sur la sécurité, sur l'environnement. C'est ça la campagne. Donc menons-la, entrons là-dedans. Et moi, je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous émanciper et que vous répondez en fait aux vœux du chef de l'État. Le cordon est coupé entre le chef de l'État et vous? Non, il y a toujours une grande affection qui reste, mais je suis le patron du PS, le PS va mener campagne, on y va. Que dit le patron du PS? Ce sera ma dernière question de la Yougoslavie. Bernard Kouchner propose une veille permanente auprès de la population de Sarajevo. Il y a déjà Frédéric Bredin qui est prêt à partir avec lui. Très bien, mais bon, on ne peut pas traiter ça en 30 secondes. Enfin, je voudrais vous dire quand même un petit peu, non pas ce que je pense, ce sera trop long, mais ce que je sens. L'autre jour, on voyait sur votre écran, je crois, ou sur une autre antenne, des images de femmes dont on disait qu'elles avaient été violées. Il y a des milliers de femmes qui ont été violées. Et on a interrogé les dirigeants serbes pour leur dire, mais par rapport à ces viols, qu'est-ce que vous dites? Et ils disent, les viols, on approuve. Parce que si on veut, ce que je veux dire est horrible, si on veut, disent-ils, purifier ethniquement le peuple de Bosnie, il faut que les Serbes violent les femmes musulmanes pour que les enfants soient purs. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Quand on entend ça, on est en révolte. Et même si la France, il faut lui rendre hommage, fait plus que les autres, on n'en fait jamais, on fait jamais ce qu'il devrait. Donc moi, je demande des choses précises. Et là, j'ai besoin de quelques secondes. On a dit qu'on allait faire un embargo par rapport à toute une série de choses qui doivent arriver en Serbie. L'embargo, il ne fonctionne pas. Je demande que le gouvernement français prenne avec la communauté européenne les mesures pour que ça fonctionne. On a dit qu'on allait créer un tribunal criminel international pour juger ces ordures qui ont commis des crimes contre l'humanité, qui s'appelle Milosevic et beaucoup d'autres. Qu'on crée ce tribunal international, pour que ces gens-là sachent que dès qu'ils sortiront de Serbie, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans, mais il y aura des gens qui leur mettront la main dessus et qui les jugeront pour les crimes qu'ils ont commis. Que, comme la proposition vient d'être faite, et je la salue, on fasse de Sarajevo ville ouverte. Que la Grande Serbie, que les Serbes sachent que la Grande Serbie, ce sera impossible. Et je suis encore plus précis là-dessus, et j'en termine. Lorsque je vois qu'un plan est déposé à Genève, et que certains disent, mais ce plan, il est pas mal, parce qu'il y a la partition entre 10 régions, et finalement, les Serbes peuvent l'accepter, les Croates peuvent l'accepter, et les Bosniaques, eux, sont réticents. Mais ce plan, c'est le début de l'approbation de la Grande Serbie. Ça veut dire que Milosevic, son idée, qui est de remplacer le communisme par le nationalisme, va être victorieuse. Et moi, ça, en tant que Français, en tant que défenseur de droits d'homme, je ne l'accepte pas. Et il faut que la France soit le pays qui, par rapport à toutes les lâchetés, disent non, parce qu'on est là quand il y a des droits de l'homme qui sont violés. Merci Laurent Fabius. La guéguerre, je n'ose pas dire guerre, entre le gouvernement et le patronat sur l'assurance chômage n'aura pas lieu. L'État et les partenaires sociaux ont réussi à se mettre d'accord. Pascal Golomer, Jean-Louis Bousser. Chose promise, chose due. Après 5 heures de discussion, patrons et syndicats qui gèrent ensemble l'UNEDIC ont donc obtenu cet après-midi de l'État plus de 3 milliards de francs d'aide. C'est Martine Aubry qui leur a offert le chèque. Et le ministre des Finances devrait bientôt les dispenser de verser les agios de leurs dettes, soit plus d'1,5 milliard de francs. Nous avons maintenant des bases assainies dans nos relations avec l'UNEDIC. Nous avons fait un effort complémentaire de solidarité vis-à-vis d'un régime dont je rappelle qu'il est géré par les partenaires sociaux. Et ce n'est pas à moi d'aller au-delà puisque ce sont eux qui sont les gestionnaires de l'UNEDIC.
Pas d'accord, répondent justement la plupart de ces partenaires sociaux pour qui l'argent du gouvernement permettra tout juste de payer les chômeurs jusqu'en mars. Le déficit de l'Unédic, qui atteint déjà 24 milliards de francs, devrait en effet encore se creuser cette année avec la montée du chômage. Une seule solution donc, selon eux, redéfinir avec l'État la frontière entre les allocations qui relèvent de la solidarité nationale et donc du budget public et celles qui relèvent de l'assurance chômage. Une redéfinition qui n'est pas à l'ordre du jour. Patrons et syndicats se retrouveront en avril, mais entre eux, pour prendre sans doute de nouvelles mesures d'économie, hausse des cotisations ou baisse des prestations. Tout est possible. Les voitures à vivre plaisent aux Français et aux Européens. Renault a réalisé ses plus fortes ventes l'année dernière et s'est décerné aujourd'hui devant la presse un prix d'excellence. Peugeot n'est pas en reste, la firme du Lyon a fait de beaux profits l'année dernière. Le personnel des deux entreprises devrait s'en réjouir, mais il fait grise mine. Cette productivité s'obtient au prix de nombreuses suppressions d'emplois. Léo Lamberton, Philippe Luzy. Aujourd'hui, pour fabriquer une Renault 19, il faut 26 heures de travail. Pour une voiture semblable, les Japonais, eux, ne mettent que 20 heures. La différence s'appelle productivité. Il faut rattraper notre retard, crient en chœur Peugeot et Renault. En 1999, le marché européen sera complètement ouvert aux Japonais. D'ici là, pendant 6 ans, ça va être la marche forcée pour la compétitivité. Écoutez, c'est pas compliqué. Si vous ne faites pas la course à la compétitivité et que les autres la font, vous passez en perte. Et après, vous passez en faillite. Et à ce moment-là, vous n'existez plus. Problème, pour se mettre au niveau des Japonais, les Français robotisent et taillent dans les effectifs. Peugeot supprime 2600 emplois cette année, idem chez Renault. En 2 ans, les constructeurs auront rayé 10 000 postes de leurs effectifs. Ça ne peut plus continuer. Il s'agit du droit de vivre pour des milliers de salariés et de familles. Et moi je dis très clairement qu'il s'agit maintenant d'un défi à relever pour toutes les forces sociales et toutes les forces syndicales de ce pays. L'avenir s'annonce sombre. Tant qu'ils ne jugeront pas les gains de productivité suffisants, Peugeot et Renault continueront à supprimer des emplois et à embaucher des robots. Chez Renault, certains s'appellent Julie ou Sarah, car en France, on commence à faire comme au Japon, on donne aux robots des prénoms de femmes. L'histoire récente se répéterait-elle? Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne s'apprêtent à adresser un ultimatum à Saddam Hussein et il lui demanderait de retirer des missiles solaires déployés dans le sud du pays, malgré l'interdiction de l'ONU. François Cornet. C'est devant les élèves officiers de l'Académie militaire de West Point que George Bush a haussé le ton contre Bagdad pour exiger le retrait des missiles solaires récemment déployés à proximité de la zone d'exclusion aérienne dans le sud de l'Irak, c'est-à-dire tout au long du 32e parallèle. Après consultation de leurs alliés, dont la France et la Grande-Bretagne, les États-Unis s'apprêteraient à lancer un ultimatum à Saddam Hussein dès ce soir ou demain. Déjà, sur la base aérienne de Daran en Arabie Saoudite, les équipages de l'US Air Force sont en état d'alerte. Il semble clair qu'en cas de refus, l'Irak s'exposerait à moins de 15 jours de la fin du mandat de George Bush à des représailles. Une fermeté qui a reçu le soutien de Bill Clinton dans une déclaration de son porte-parole, George Stephanopoulos. Je pense que Saddam Hussein ne devrait pas se réjouir, a-t-il déclaré, de l'arrivée prochaine de Bill Clinton à la Maison-Blanche. L'avertissement de Washington est jugé sérieux par Paris et Londres. Le Pentagone va demander aux Irakiens de cesser de viser les appareils alliés qui survolent la zone d'exclusion au sud de l'Irak, instaurée après la guerre du Golfe pour protéger les populations chiites. Cette aggravation des tensions n'a pas empêché le président irakien d'affirmer aujourd'hui devant ses troupes qu'elles étaient prêtes à défendre leur pays. Une armée irakienne qui disposerait aujourd'hui à nouveau de 400 000 hommes et de 300 avions de combat. Le Vendée Globe n'est pas terminé, qu'un nouveau tour du monde à la voile s'annonce. 4 hommes, dont Titouan Lamazou et Bruno Perron, envisagent de le faire en 80 jours. Mais Olivier de Kersauzon est le plus impatient. Il partirait, dit-on, dès lundi. Yann Lavoie. L'amiral Olivier de Kersauzon tentera de réaliser le rêve de tous les marins, faire le tour du monde en 80 jours. Pour cela, de Kersauzon s'est donné des moyens extraordinaires. Son bateau Charal, avec lequel il avait établi en 89 le record du tour du monde, a été rallongé de 5 mètres. Ce trimaran mesure désormais 27 mètres. Jamais un multicoque aussi grand ne s'est attaqué à un tour du monde. C'est vrai qu'avec un budget plus gros, on aurait sûrement pu faire encore plus grand, tout plus fort, mais là je pense qu'on est dans le raisonnable, et dans le faisable, et dans le réel, voilà. Mais 40 000 km en 80 jours, ça laisse songeur. Pour réussir ce pari, il faut effectuer une moyenne quotidienne de 13 nœuds, soit 25 km/h. Pas de problème pour Charal, qui peut tenir pendant plusieurs heures des moyennes de 25 nœuds.
Alors une question sans réponse se pose tout de même. Un tel bateau de course peut-il affronter les mers les plus hostiles sans casser? S'il partait lundi, de Kersozon prendraient de vitesse Peter Blake, Bruno Perron et Titouan Lamazou. Eux aussi s'apprêtent à partir pour battre ce record mythique. Voilà à quoi peut mener de lire Jules Verne. Et c'est la dernière image de ce journal. Dans quelques instants, vous aurez droit à une autre aventure, celle du Paris-Dakar, puis à la météo de Sophie Davant qui confirmera le redout dans notre pays, puis à un film de Nadine Trintignant, Lucas, avec Evelyne Bouix et Jean-Claude Brialy. Catherine Sellac vous présentera le dernier journal à 23h45 et Gérard Leclerc recevra demain à 7h50 Antoine Wechter. Bonne soirée sur France 2, à demain 20h, bonsoir.